Vous savez pourquoi vous regardez cette vidéo? Parce que je vous préviens tout de suite, hein, c'est un énième film de moto au Maroc. C'est encore un mec en T7, c'est encore des dunes, c'est encore Merzouga, c'est encore... Bon, vous avez compris quoi, y a rien d'original. Et pourtant, vous êtes là, alors peut-être qu'on partage la même passion pour le voyage et l'aventure. Alors en espérant être le moins relou possible, je vais essayer de vous expliquer pourquoi j'ai fait un énième film de moto au Maroc. La petite graine du voyage à moto, elle se plante à ce moment-là. Avec un père motard depuis les années 70, et une mère qui passe courageusement son permis à plus de 50 ans, moi je leur emboîte le pas et à 19 ans, j'obtiens le mien. À ce moment-là, j'attaque mes bébés aventures avec des motos chapardées à mon père. Et enfin, je me fends ma première brêle. Bon, le voyage moto, on a compris d'où ça venait. Maintenant, pourquoi le Maroc? Eh ben le Maroc, c'est grâce à ça. 3 septembre 1990. 4 motards, dont mon père, quittent Annecy pour rejoindre la Côte d'Ivoire, et plus précisément Abidjan. Et ces albums, ben, c'est leur voyage. En fait, avant les écrans, bah, c'était ça mes films à moi. Et un jour, le petit Léo, il se dira, on fera comme papa. Et en hiver 2025, eh ben je fais enfin comme papa. Mais surtout avec papa. Et avec son meilleur pote, avec qui il partage la moto depuis plus de 50 ans. Et avec Nat aussi, mais on en reparlera. Bref, pour moi, apprécier un voyage, c'est aussi savoir pourquoi je pars, et je sais pourquoi. Je pars pour que les rêves du petit Léo deviennent sable, vent et galère. Je pars pour être avec mon père, et je le filme parce que j'aime ça, et que je veux les souvenirs. Bienvenue dans notre Odyssée. Aujourd'hui, vous allez voir qu'on... On a attendu le bateau. Dans les dunes, on s'est ensablé. Dans l'Atlas, il y avait de la neige. Plage blanche, c'est le bout du monde. Ça, c'est le tout premier jour, une vingtaine de minutes avant d'enfourcher la moto. Et comme vous pouvez le voir, il fait gris et froid. On est le 2 mars 2025, à Villard-de-Lans, 1000 mètres d'altitude, 0 degrés Celsius, et cette fois, on peut le dire, je crois que... c'est le départ pour le Maroc. Pour ce trip, je serai accompagné de mon père, de mon parrain et de Nat. Nat, je lui ai dit, tu fais quoi en mars? Il m'a dit rien, je lui ai dit on va au Maroc, il m'a dit ok. Et mon père et mon parrain, ils sont à la retraite, c'est quand même vachement plus simple. En attendant, je traverse Villard-de-Lans à l'heure où les gens déambulent avec leurs chaussures de ski pour aller choper les navettes. Ça va, mec? À ce moment-là, j'ai du mal à me dire que dans une semaine, je serai dans cette situation. On rejoint les anciens à 7, on fait les formalités et l'excitation commence à monter. Bon voilà, un départ classique de road trip au Maroc quoi. Même si nous on a fait les feignants parce qu'on a pris le bateau à 7 et qu'on va jusqu'à Tanger. Ça nous économise la traversée de l'Espagne. Et voilà, bienvenue au Maroc, c'est là que tout commence. Et je préfère vous prévenir tout de suite, je vais sûrement vous décevoir, mais j'ai pas pris mon drone, pour la simple et bonne raison que c'est interdit, et que j'avais pas envie d'avoir de stress à chaque fois que je le fais voler. Alors comme d'hab, ça doit sûrement passer, j'aurais sûrement pu le prendre, mais dans le doute, je me dis que s'il y a un interdit, ça sert à rien de le braver. Mais attendez, partez pas, hein, je vous mets 2-3 images, vous allez voir.
vrai, même sans drone, ça va être cool. Hein. On attaque notre trip dans le Rif. On est en ligne de mire, t'affrontes. Mais le tout-terrain commence à Chefchaouen. Réputé pour ses maisons peintes en bleu, nous on n'en verra pas beaucoup la couleur. Notre objectif à Chefchaouen, faire le plein d'eau, d'essence et partir sur les chemins. Pour créer ma trace, j'ai utilisé Google Earth pour placer les points qu'on voulait voir et DMD pour relier ces points par des sections off-road. Sauf que je sais pas trop comment DMD classifie les différentes pistes, donc on verra bien si c'est dur ou pas. On fait un petit point panorama sur Chefchaouen, on rattache les affaires qui sont en train de se barrer et on repart. On évolue dans le parc naturel de Talasemtan. C'est un parc très vert et très montagneux. Bah ouais, je suis pas un grand motard, mais il y a quand même quelques rudiments que je connais. Genre, on passe dans les ornières, pas à côté, pour éviter de s'embourber quoi. Ou alors, quand on est un petit filou comme mon père, on prend le talus. Non. Alors laissez-moi vous en dire plus sur cette situation. Là, on s'est trompé de chemin, et avec mon père, on s'est enquillé droit dans une ornière qui monte, avec aucune possibilité de faire demi-tour. Sauf que, en fait, on n'arrive pas bien haut parce que l'ornière, ça passe pas. Ah, j'ai été dans le vide, je vais me casser la gueule. Chokran. Bon, ce qu'on sait maintenant, c'est que DMD, il est pas fiable tout le temps. Des fois, les pistes, elles existent pas. Donc c'est bon à retenir. Avec tout ça, il commence à se faire tard et on sait pas où on dort ce soir. Le seul gîte à proximité, c'est chez Mourad, et c'est pas tout près quand même, donc on file sur la route, et on y arrivera à la nuit. Au premier jour. Et comme vous pouvez le voir, ce matin, c'est humide. Mais ça nous empêche pas d'avoir le sourire, même si on devra sûrement éviter les chemins aujourd'hui. J'avoue que ce matin-là, il nous rappelle un peu notre départ de Villard-de-Lans. Il fait froid, sauf que en plus, là, on est trempé. Et même si sûrement dans d'autres conditions le Rif c'est vachement sympa, nous, on s'y sent pas hyper bien là. Donc on trace et on sort. On fera pas de chemin aujourd'hui, mais la route, faut quand même pas non plus partir trop dans ses pensées. Vous avez vu? Alors non, pas moi qui suis déjà en train de réparer un truc sur la moto. Mais les pavés sont secs. Et messieurs dames, bienvenue à Fès, capitale de l'artisanat marocain. Typique de la ville de Fès, la poterie décorée à l'étain nous a fascinés. Et suite à la rencontre de Mehdi, qui nous a proposé de nous faire visiter la ville, on a pu rentrer dans une mosquée. Dans cette pièce sont peints du sol au plafond des passages du Coran dans une calligraphie tombée en désuétude aujourd'hui. La ville de Fès, on a adoré. Maintenant, direction Midelt. Et par la route aussi, désolé, mon itinéraire était peut-être un peu ambitieux pour le temps qu'on avait sur place, donc on sacrifie quelques parties de tout-terrain pour aller les faire à d'autres endroits. Ouais, faut nous comprendre, depuis qu'on est arrivé au Maroc, on a eu quasiment que de la pluie, et là c'est la première fois qu'il fait beau, qu'on a des petites routes qui tournicotent, et qu'au fond, il y a des montagnes enneigées. L'imposante chaîne montagneuse au bout de ce ruban de goudron, c'est le mont Ayashi, et ça fait partie du Haut Atlas oriental.
il est l'heure de faire une petite pause et faire un point sur l'itinéraire. Dans l'ensemble, on a vachement bien avancé, et on devrait arriver pas trop tard dans l'après-midi à Midelt. Donc l'option, c'est d'aller poser les bagages dans un petit gîte, et de partir faire une boucle en tout terrain. La boucle qu'on a prévu de faire, en vrai, c'est assez connu, c'est le cirque de Jafar. Sauf que moi, je me suis juste dit, on va au cirque de Jafar. J'ai pas vraiment repéré comment on entre et comment on sort. Donc, on verra bien. Ok, là je dois avouer que ça ressemble vachement plus à un lit de rivière qu'à un chemin. Et au fond de cette vallée encaissée qui semble dévastée par les crues, quelques maisons subsistent. Ouais, là on est un peu shooté à l'adrénaline, mais faudrait peut-être qu'on se préoccupe de la suite. Le temps au fond des gorges semblait complètement suspendu, et les crues ne devaient pas dater beaucoup, ce qui n'a pas rendu notre progression très facile. Et maintenant, faut trouver un moyen d'en sortir. Bon, pour ce qui est des KTM Ready to Race, là elle est pas trop ready là. Ok, j'avoue, c'est pas très sympa. Bon, laissez-moi vous en dire un peu plus sur Nat. Au moment où on est parti, il avait 1 an de permis moto, c'est tout. Et son expérience en tout-terrain se résume à un week-end sur le TET italien. Voilà, lui, c'est un vrai aventurier. Mais attention, il est pas inconscient non plus. En fait, il a roulé pendant des années à très haut niveau en vélo de descente, donc tout ce qui est technique et poser le cerveau, il sait très bien faire. Et quant à Serge, avec son cheval de 2 mètres de haut et son mono pas très permissif, on a dû l'aider aussi un petit peu. Tranquille, mon rentré. Et voilà, on s'en est sorti, et dans tous les cas, avec des bons camarades soudés, je pense qu'on peut se tirer de à peu près toutes les situations. Ce soir-là, on a bien sympathisé avec l'équipe du gîte Vanadinit, tellement qu'on les retrouvera plus loin dans le film. Et sur ce, bonne nuit et à demain. Au revoir, merci. Pour aujourd'hui, c'est 100% route. Mon itinéraire est définitivement trop optimiste, donc si on veut voir tout ce qu'on a prévu, faut sacrifier 2-3 parties d'off-road. On en prend quand même plein les yeux sur des routes magnifiques à allure désertique, on fait quelques rencontres, et on traversera les gorges du Ziz. Par contre, une fois passé ces vallées de palmeraies idylliques, on se retrouve sur des climats bien arides, bien secs et des routes bien droites. Oh, et avec un bon vent, plein travers, on roulait à 45 degrés d'angle en ligne droite. Là, faut avouer que c'est un peu long.
Sauf qu'en vrai, on s'en fout, parce qu'on arrive aux dunes. Aujourd'hui, on veut juste découvrir les environs, et surtout apprendre à rouler dans les dunes. Donc, il y a deux options, soit on contourne l'Al Chebi, soit on essaie de le traverser. Voilà, donc là, l'infime petit morceau de sable que vous venez de voir, il me met déjà un petit peu en doute sur la traversée de l'Erg. Entre les dunes qui se reflètent dans le lac, le ciel d'un bleu immaculé et mon rythme cardiaque qui accélère, je sens que ce que je vais vivre, ça va vraiment me marquer. Et maintenant, je vous laisse admirer notre entrée fracassante dans l'Erg Chebi. Pour moi, ça sera donc par terre au bout de 5 mètres. Pour Serge, bien embourbé au fond de ce shot dissimulé. Bon, et mon père, il fait carrément de la trottinette, les 27 chevaux de sa CRF 300L visiblement ne suffisent pas. Heureusement qu'il y a Nat pour relever le niveau quand même, hein. Bon, Serge et mon père vont prendre la piste qui contourne, et nous, bah allez, hein, on va essayer de le traverser cet erg. C'est démentiel. Cet impact, il m'a bien calmé. Et entre le choc et la chaleur, je sens que je peux plus remonter la moto tout seul. Ah là, j'y arrive pas là. 1, 2, 3. Yes. Là, on est complètement paumé. Et notre seul objectif, c'est de sortir de là. Entre temps, je refais tomber la moto. Et là, ce coup-ci, je suis salement tanké. Nat aussi est tanké, sauf que lui, il peut repartir. Et on s'est mal compris, sur un mauvais geste, il trace jusqu'à sortir de l'erg, me laissant tout seul au milieu. Te réjouis pas trop vite Léo, 2 secondes après la moto tombera dans l'autre sens et c'était rebelote. Je me suis planté, etc. etc. Bon, traverser l'erg c'était franchement ambitieux pour notre niveau. Mais c'est pas grave, rappelez-vous, on est venu ici pour apprendre à rouler dans les dunes. Donc cet après-midi, on va prendre un petit coin de l'erg et on va s'entraîner jusqu'à ce qu'on y arrive. Yes, ça y est. Allez, gig.
C'est monté à plus de 115 degrés. Non. Ouais. Notre dernier passage dans les dunes aura eu raison de tous mes supports de GoPro. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas comme si je voulais faire un film de ce voyage. Bref, nouveau revêtement et moins casse-gueule celui-là. Là, c'est 150 bornes d'off-road qui nous attendent, et on va vraiment pas être déçus. Ah désolé, je vous coupe 2 secondes, mais notre optimiste de la poignée de gaz a réussi à arracher son sabot. Donc avant de monter le campement, un peu de mécanique. Bon, le mot mécanique n'est pas adapté. Je sais bien fait de le mettre là parce que là elle va taper les Voilà. Ce premier bivouac, on l'attendait de pied ferme. Et il était parfait. Allez, petit déj et encore 40 bornes de piste avant de rejoindre l'asphalte. Pour les missions du jour, faut absolument qu'on trouve de l'eau et que Nat répare son sabot. Et ça tombe bien, parce que cette piste de rêve, elle nous amène droit dans un village non goudronné, mais dans lequel il y a de l'eau. Alors on fait le plein et on en profite pour s'informer sur l'état de la piste qui mène à l'Erkshagaga. Et il y a beaucoup de sable sur la piste? Non. Non, ça va? C'est pas bon. C'est dur? Oui, c'est dur. La piste est dure. On discutera un petit moment avec les adultes et les enfants de ce village, qui avaient une atmosphère particulièrement sereine. Alors bien sûr, on fait face à la barrière de la langue, mais avec des regards et des gestes, on fait passer l'essentiel. Et 40 bornes avant Zagora, on fera la rencontre de Saïd, avec un pick-up siglé au nom d'un garage, et nous y emmènera pour réparer le sabot de Nat. Et bienvenue au garage Sahara Zagora. Ici, ça fourmille de tous les côtés. Entre les 4x4 en attente de pièces et les vannes d'Hollandais en attente de réparation, voire d'un miracle, il y a du pain sur la planche. Le filtre à huile derrière. Et pendant que le sabot de Nat prend sa part, toutes nos motos sont inspectées au peigne fin. Merci garage Sahara Zagora. On reprend notre cap et on trace. Faut pas oublier qu'au bout il y a l'océan quand même. Mais bon, il commence à se faire un peu tard, alors on repère une piste qui monte sur un plateau. Avec un peu de chance, en haut de cette piste, on trouvera un super bivouac. My gospel screams of justice, my word stuck in the ground, to plant my seeds right in the evil ground I found. So I stand fast and ready, when the wolf knocks at the door, when neither fear nor anger, all will be restored. On s'est bien amusé, et on a trouvé un spot pour bivouaquer. Alors sur ce, bonne nuit. Au petit matin, c'est l'heure du rafistolage, et en slip s'il vous plaît. La nuit fut bonne, la piste pour le réveil musculaire est excellente, et là, derrière mon ordi en train de vous faire cette voix off, ben ça me manque, j'ai envie d'y retourner. Bref, ressaisissons-nous et continuons notre aventure. C'est pas tout le temps des pistes magnifiques, ou des routes qui tournicotent, ou des bivouacs de fou, c'est aussi parfois des interminables lignes droites goudronnées. Que je vous épargne au montage pour passer à des choses plus fun, bien entendu. Alors là, c'est le temps comment Voilà, flambant neuve et homologuée la plaque. Allez, gaz, direction Fort Bougerif. Alors laissez-moi vous faire un rapide pitch de la situation dans laquelle on se trouve.
On est après Taguit et ma trace nous emmène sur une piste. Sauf que cette trace, elle fonce droit dans un grillage. Alors on contourne, puis le contournement arrive dans un oued, alors on contourne le contournement, et puis ce contournement de contournement arrive dans un lac, carrément. Et puis au bout de ce lac, eh bah un barrage, flambant neuf. En tous les cas, c'est beau, hein. Ça veut dire c'est super cool, on kiffe, mais on sait pas du tout comment on va sortir de là. Toutes nos excuses aux autorités marocaines, on vous jure qu'on a tout remis en état et rien espionné. Et oui, vous ne rêvez pas, c'est encore une ligne droite avec du vent. On y arrive. Et nous voilà arrivés au fort Bougerif. Donc c'est un fort français construit au début du XXe siècle, pendant le protectorat, et c'était un point stratégique qui servait surtout à contrôler les pistes sahariennes. Bon, visiblement maintenant elle a d'autres utilités. Et à quelques mètres de ce lieu chargé d'histoire, un autre lieu chargé de fun. Allez, fini les bêtises. Ce soir, on dort au camping du fort Bougerif et demain, on part pour Plage Blanche. Merci pour tout. Aujourd'hui, je vous emmène de l'océan Atlantique jusqu'aux montagnes enneigées du Haut-Atlas. Mais déjà, pour atteindre l'océan, faut s'enquiller dans un canyon, l'oued Aoreora. A savoir que rouler sur Plage Blanche depuis Aoreora, ça demande un peu de préparation. Il y a quand même des marées avec des forts coefficients, et si on reste coincé, elle peut embarquer la moto. Donc évidemment, faut y aller à marée basse. Sauf que la marée basse, le jour où on y était, elle était à 7h du mat. Donc pas le choix. Faut faire Aoreora et camper sur la plage. Bon, l'océan s'est atteint. Il est là. Et messieurs, dames, bienvenue aux portes de l'oued Aoreora. Et je pense que c'est une des pistes les plus fun qu'on ait pu prendre de tout le trip. Il y a du sable, mais pas trop. Il y a des gués à traverser et ça c'est quand même super marrant. C'est une piste joueuse, très agréable, et en plus le panorama est incroyable. T'es encaissé entre la montagne et les dunes, et le tout en direction de l'océan. Ah, je vous l'avais dit, une piste vraiment super fun. Nat, c'est un vrai champion, et niveau gamelle, on a chacun notre style. Moi, j'arrête pas de me la coller à l'arrêt, embarqué par le poids de la moto. Un peu comme une merde, quoi. Lui, par contre, toutes ses chutes, il y a du panache. À chaque fois, c'est pleine balle, et c'est high side, coincé sous la moto, enfin bon, tout ça, quoi. Non, on va pas y arriver, faut la tourner là, les gars. C'est bon? Il s'est passé quoi du coup? Bah moi j'arrive, il y a un mec qui a arrêté, je fais comme un calu, je fais des S. Et là je me dis bon bah nickel, puis je vois ton père, il a une tête un peu bizarre, il y a un truc qui allait pas. Et là, BAM! Et là je vois le Mosco qui s'envole et toi à côté. Ouais, ok, désolé. Mais vous verrez que ce petit filou de Nat se vengera et marponnera avec sa KTM quelques jours plus tard. On y est! Devant nous, le sable.
Ouais, c'est pas grave. Et là, c'est les vacances. C'est le premier moment où on se pose vraiment. La journée fut bonne et on passe à table. Après ce bon repas, on aperçoit au loin sur la plage, éclairé par la lune, un homme. Et cet homme, il s'appelle Boischereau. C'est un pêcheur et il vit en haut de la falaise qui surplombe Plage Blanche. Sauf que problème, j'ai plus de batterie dans ma caméra pour immortaliser tout ça. Donc, je cours au campement pour aller en chercher d'autres. Arrivé au campement, 2 chiens apparaissent de la nuit, puis 2 militaires. Avec un grand sourire, ils nous serrent la main, mitraillette à l'épaule quand même, et nous demandent nos papiers. Vérification faite, on se dirige, les 2 militaires et moi-même, en direction de la plage où il y a Boischereau. En chemin, ils m'expliquent que la pêche est ici interdite, mais qu'ils tolèrent quand même la présence de Boischereau. Peut-être contre quelques bons poissons grillés au barbecue. Il y avait une jolie bienveillance entre ces 3 hommes du bout du monde. Malgré ce climat, ces jeunes militaires ont pas un job très cool. Là où on se trouve, tous les mois, c'est des dizaines de migrants, pour la plupart sénégalais, qui essayent de prendre la mer avec des Zodiacs direction les Canaries pour les papiers européens. Et donc leur job, c'est de leur en empêcher. Revenons à notre pêcheur. Après avoir sympathisé un peu plus, il nous montre sa technique ancestrale de pêche. Et cette technique fonctionne avec la marée. Du plateau surplombant la plage, il descend des gros cailloux, auxquels il va attacher des cordes. À ces cordes, il vient crocheter ses longs filets. Une fois la marée montante, il creuse des trous dans le sable avec cet outil, d'environ 1,20 m de profondeur. Puis, il plonge les cailloux attachés au filet dans ces trous et les rebouche. Tu viens accrocher le filet. Le filet. En face. Crochet. Ici. Ok. Ici en face. Crochet aussi. Ensuite, la marée monte et il n'y a plus qu'à attendre. Le lendemain, on récupère les filets et on voit si la pêche a été bonne. Un grand merci messieurs pour ce beau moment. Et ça y est, c'est le grand jour, mon tout premier run sur la plage. On avait encore cette petite inquiétude de traverser le banc de sable mou pour atteindre les sables durs au bord de l'océan. Sauf que grâce à la radée qui a rempli nos sacs de couchage cette nuit, le sable il est plus du tout mou, donc zéro souci pour aller jusqu'au bord de l'océan. À partir de là, c'est des émotions folles que j'ai vécues. Les dunes d'un côté, l'océan de l'autre, une plage magnifique. Je saurais pas comment vous décrire ça, mais je vous laisse avec les images. Et voilà, ce moment de pur bonheur touche à sa fin. Et j'espère que les quelques images que j'ai pu prendre suffisent à vous donner envie d'aller découvrir Plage Blanche. Là, les portions de route qu'on va prendre font partie des plus spectaculaires de notre trip. Tantôt on surplombe des vallées très encaissées, abritant quelques palmeraies et quelques petits villages, et tantôt on descend au fond de ces vallées. Et parfois on évolue sur des portions de route complètement emportées par les crues. En tout cas, on n'a croisé quasiment personne. Là, pour la deuxième fois de la journée, on change de décor. Les degrés tombent comme moi dans les dunes, et la route nous emmène en altitude. Et c'est en prenant de la hauteur qu'on s'est rendu compte à quel point les villages étaient encaissés et accrochés à la montagne. Et là, c'est l'Utah.
Des grosses formations rocheuses à bords ronds, un climat plus désertique et une route au bas-côté peint en liseré blanc et rouge. Avec Nat, on est devenu fou, on a cru débarquer à Radiator Springs. On démarre la journée en donnant à manger à nos montures. Le but, c'est de remonter direction le Haut et le Moyen Atlas qu'on n'a pas pu faire à l'aller. C'est une journée 100% route qui attaque avec des virages magnifiques. Ça faisait longtemps que nos pneus n'avaient pas pris autant d'angles et ça leur fait du bien, et à nous aussi. L'idée d'aujourd'hui, c'est d'attaquer un col tout-terrain qui culmine à 2500 mètres d'altitude. Bon, on tombe très vite dans la neige et la boue profonde. Des ornières tracées dans la neige par un 4x4 nous permettent de progresser, mais on fait pas les malins non plus quand même. C'est la merde, hein. Bon, bah tant pis, on va redescendre. Il y a trop de neige. Et le mec a dit que c'était fermé. Et là, il nous a invités à boire le thé. Donc on va aller voir. Effectivement, on va devoir redescendre parce que le col est fermé. Mais d'abord, laissez-moi vous parler un peu plus d'Abdallah, la personne qu'on a rencontrée là-haut. Abdallah, il a 40 ans et il passe une quinzaine de jours dans cette cabane perdue au milieu de la montagne. Et ce qu'il nous a appris, c'est que quelques kilomètres en contrebas, il y a une mine d'argent. Et son job, lui, c'est de surveiller les stocks d'eau destinés à laver la roche lors de l'extraction du minerai, et il vérifie que les panneaux solaires sont pas enneigés. Abdallah, il a les yeux qui pétillent et un sourire communicatif. Il nous parle un peu de ses enfants, de la vie, et on se comprend comme on peut, et puis il est temps de repartir. Bon, tout ça c'est bien beau, mais ne pas pouvoir prendre ce col a des conséquences. Et comme le principe même d'un col, c'est passer sur une montagne au lieu de la contourner, bon bah nous on va devoir la contourner. Et après une grande hésitation entre bivouac ou gîte, mon père nous a dit « Non, j'ai trouvé un gîte, il a l'air génial, il faut qu'on y aille. » Bon, on l'a écouté, et on a eu raison. Ce soir, on pose nos affaires chez Brahim. Le gîte est flambant neuf et tout le monde est très souriant. Brahim fait même la cuisine avec sa femme, ce qui est plutôt rare dans ces régions reculées. On se sent vraiment bien chez eux. À la fin du repas, notre hôte vient s'asseoir avec nous et on bavarde. Son parcours est super intéressant et on a discuté un bon moment. Oui, mais sa femme on n'en parle pas assez. Alors elle parle pas français et elle parle pas arabe non plus. Uniquement le tamazir. Et bien sa femme, depuis son plus jeune âge, elle n'est pas allée à l'école, elle a appris à tisser la laine. Entre la récolte du safran, son enfant, le tissage, la cuisine pour ses hôtes, ses journées sont bien remplies. Mais on va avoir la chance de la voir travailler et elle nous expliquera en tamazir ce qu'elle fait. Bon, moi je parle pas le tamazir, mais j'ai pu faire appel à Younes, un motard marocain qu'on a rencontré sur le bateau,
qui lui a pu demander à son papa de traduire toutes les explications que donnaient Brahim et Fadma, sa femme, pendant qu'ils confectionnaient le tapis. Alors donc ce monsieur, il parle du tapis de Taznart. Taznart, c'est la région de Ouarzazate. Il est fabriqué à partir d'un type de laine qui provient du mont Sirois, aux côtés de Taznart. Donc c'est le point le plus culminant du petit Atlas. Et ce monsieur, il nous explique le processus de fabrication de ce type de tapis marocain selon les normes artisanales traditionnelles. À savoir que la laine du mouton sirois, indispensable à la fabrication traditionnelle du tapis de Taznart, est aujourd'hui menacée par l'import d'autres laines et par la sécheresse. Mais revenons dans la maison familiale de Brahim, où est installé le métier à tisser. On commence d'abord par la laver, on la sèche et puis on passe à ce qu'on appelle le cardage. Après le cardage, on fait ce qu'on appelle le tissage. Pour tisser ce tissu de tapis, on a besoin de deux types de fils de laine. Et il y a des fils qui sont fins, on les place dans le métier à tisser verticalement et bien tendu. Et puis il y a le fil qui les croise. Il commence à les tisser, à les entasser bien. Et on utilise de teintes naturelles, pas de produits chimiques, donc c'est on veut dire entre guillemets bio. Là, tu viens d'acheter un tapis là. On va le ramener sur la photo là. Shukran. On remercie chaleureusement Brahim et sa famille pour leur hospitalité et l'immersion qu'ils nous ont fait vivre. Il est temps de repartir, direction Ouarzazate. Ce matin, on a une grosse partie de tout terrain à attaquer. Et on a à peine commencé qu'on est déjà paumé. En retrouvant ma trace, je sens que quelque chose cloche. On n'est pas vraiment sur un chemin, mais bel et bien en train de remonter un oued qui s'enquille dans un canyon. Et désolé, j'étais beaucoup trop occupé à galérer pour vous faire des belles images. Wow, là j'ai tout fait frotter là. Bon, on se fait des souvenirs. Et tiens, en parlant de souvenirs, vous vous souvenez lorsque dans l'oued à Auréora, juste avant Plage Blanche, j'ai fait un strike avec le Mosco de Nat? Alors les gars, qu'est-ce que c'est quoi? Bienvenue. Là quand même c'est magnifique. Ouais, Nat m'a harponné sans crier gare. On est quitte maintenant. Pour le Moscou on repassera hein. Et nous voilà à Ouarzazate. Nat et moi, on va partir sur la trace tout terrain. Et déjà ce matin, on s'est bien paumé, mais là, c'est le summum. Alors on fera tout au cap, au pif, ou à l'instinct, comme vous voulez. Et les quelques châteaux et catapultes qui bordent Ouarzazate, ville du cinéma, nous plongent dans une drôle d'ambiance. Ouais, drôle d'ambiance. On retrouve la route quasiment au point de départ de notre trace, belle perf. Heureusement, de l'autre côté, ça avait assuré pour le bivouac. Ce matin, on part en direction des gorges du Dadès, un soi-disant immanquable pour tous les voyageurs à moto au Maroc. Rien qu'à ma tournure de phrase, vous la voyez venir la réflexion de gros aigri. Tu sais pourquoi tout le monde met la même photo sur Insta quoi. C'est qu'il y a 4 virages et c'est terminé.
Enfin, c'est le jeu. Attention, je suis pas en train de remettre en question la beauté des gorges du Dadès, mais plus de prendre un peu de recul sur ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. En fait, juste derrière ce col, qui est souvent pris en aller-retour, il y a une vallée bien différente. Une vallée très pauvre, qui ne semble n'avoir jamais pu profiter des cohortes de GS, des minibus, des hôtels et des voitures de loc. Bon, voilà, ne voyez pas dans mes remarques un mec aigri et blasé. Mais juste un mec qui a été choqué par ce contraste de surtourisme à plus rien en quelques dizaines de bornes. Là, je vous avoue qu'on est un petit peu paumé. L'altitude, le froid, on sait plus trop où on en est. Et que fait l'homme, naturellement, quand il est un peu paumé? Il retourne là où il connaît. Alors on met un GPS, et on se met la motivation de rouler jusqu'à Midelt pour retourner au gîte Vanadinit. Avec une journée à plus de 450 bornes de moto, je pense qu'on a bien mérité de se prendre des petites vacances à Midelt. Ce matin, c'est grasse mat au gîte Vanadinit, et en papotant avec nos hôtes Aziza et Afid, ils sont chauds de tester nos motos, alors c'est parti pour la séance d'essai. Je rentre avec la Dacia. Avoir un pied-à-terre, ça permet d'organiser des choses sans trop se prendre la tête. Donc aujourd'hui, chacun fera ce qui lui plaira. Et ouais, vous aussi vous commencez à le sentir, la fin approche dangereusement. Et c'est le dernier jour où on peut faire du tout-terrain. Alors avec Nat, on est parti pour une dernière session, pour se prouver qu'on est les champions du monde du tout-terrain. Et... perdu. Putain, moi, on dirait vraiment que je suis incliné, je suis prêt à décoller, moi. Bon. Mais ça, en vrai, je suis un peu dans la... Merci encore. À la prochaine. Merci. Bon, ça fait 3 semaines à peu près qu'on est au Maroc. Et on a fait des rencontres de fous. Vu des paysages magnifiques. Vécu des choses très fortes. Mais comme dirait un vieux cow-boy, on a rendez-vous avec un bateau en partance pour l'Europe. C'est long. Alors oui, toutes les bonnes choses ont une fin, et c'est bien normal. Sinon, comment est-ce qu'on les discernerait? Certes, je suis un petit joueur. Moi, je suis pas allé jusqu'à Abidjan. Mais pour le tout premier trip où j'embarque mon père, et pas l'inverse, je suis quand même très content. Et ben voilà, mon hommage à ces albums photos est rendu. Merci beaucoup d'être arrivé au bout de la vidéo. Et vous, pourquoi vous partez ?